Le film était attendu, doux euphémisme. Il faut dire que Mohammad Rassoulov occupe une place particulière dans le paysage cinématographique contemporain, déjà au regard de sa situation personnelle. Car Rassoulov, ce ne sera pas une surprise pour les amateurs de cinéma, est en délicatesse avec le régime iranien depuis ses premiers films. Il avouera d'ailleurs à l'issue de la projection triomphale de son nouveau film à Cannes que l'idée de ce film, Les graines du figuier sauvage, lui est venue alors qu'il était emprisonné. Et puis, Rassoulov occupe une place singulière dans le paysage cinématographique parce qu'il fait partie, au même titre que Jafar Panahi, Asghar Farhadi ou Saïd Roustahi, par exemple, des cinéastes iraniens les plus importants en activité. Alors avouons-le, nous n'avions guère de doute sur la qualité de ce nouveau projet, car jusqu'ici, aucune faute n'apparaît dans l'œuvre de Rassoulov. Les films, fait rare de nos jours, ont systématiquement rassemblé les opinions positives de la critique et du public. Bon, disons-le tout net, nous n'avons pas été déçus. Pas une faute à relever. Le sujet principal, le traitement des femmes en Iran, la construction du récit, véritable démonstration d'écriture scénaristique, la direction des comédiennes et des comédiens, et, bien sûr, la mise en scène, tout est parfait. Arrêtons-nous sur ce dernier point, celui de la mise en scène. Une nouvelle fois, la mise en scène de Rassoulov s'est révélée être une véritable mécanique de précision. Tout contribue à convoquer la force de l'inéluctable tout en invitant quelques œuvres majeures de l'histoire du cinéma, ce qui est nouveau dans l'œuvre de Rassoulov. Nous pensons à l'ultime séquence du film, qui ne manquera pas d'évoquer The Shining au plus cinéphile des spectateurs. Tout y est. De l'usage des mouvements d'appareil et des travelling en particulier, qui traduisent systématiquement une physique des comportements. Un exemple. Lorsque les travelling circulaires s'invitent dans le propos, et il y en a quelques-uns, ils sont des figures de la claustration. Sur ce point bien précis, s'ajoute l'usage du format scope, associé à la fiction, donc à la fable, qui contredit le format 4/5 des vidéos capturées au smartphone qui, elles, retranscrivent la réalité de la rue iranienne. Car oui, Rassoulov introduit dans sa fiction, le film se revendique essentiellement du champ fictionnel, des images filmées par des anonymes dans la rue, pendant les soulèvements populaires qui ont suivi l'assassinat de Masha Amini par les forces de police iraniennes. Alors l'image pensée par Mohammad Rassoulov contraste. Non pas pour échapper à quelconque censure, le cinéaste savait qu'il n'y couperait pas, mais pour proposer une déconstruction de l'entreprise systématique de déshumanisation et d'endoctrinement que le régime cultive. Que ces idées touchent et séduisent principalement, mais pas uniquement, la population masculine iranienne ne surprendra personne. Alors, l'espoir doit s'écrire au féminin. C'est ainsi que Rassoulov concentre son propos sur 3 femmes d'une même famille bourgeoise, aux âges différents, bien sûr. Les 3 âges de la femme représentés par Najmeh, la mère, interprétée par Soheila Golestani, et ses 2 filles, Rezvan et Sana, respectivement interprétées par Massa Rostami et Setare Maleki. Notons que leur statut social leur est conféré par le père, en tout cas grâce au père, qui vient d'obtenir le rôle de juge enquêteur au service de l'État. Le point de bascule est là, l'obtention de ce nouveau poste. Cette fonction n'a rien de très louable dans un pays autocratique au service d'un dogme religieux. Il s'agit pour le juge, non pas d'enquêter pour résoudre des affaires avec le plus de justesse possible, mais de statuer au plus vite en faveur de l'État en prononçant des sentences attendues sur les dossiers qui lui sont soumis. Comme le poste est vertueux, on s'en doute, on confie au juge une arme pour se défendre. Juste au cas où, ce qui en soi traduit un état de conscience sur le rôle des individus chargés de valider les dossiers d'instruction et sur la justice elle-même. L'intrusion de l'arme dans le cercle familial détruit l'équilibre qui y régnait et questionne l'organisation familiale. L'arme est essentielle, elle est une garantie, un statut social, mais symboliquement, comme le souligne le tout premier plan du film, un très gros plan sur les balles qui accompagnent l'arme, le revolver du juge traduit son rôle et sa fonction, et même son statut familial, ce qui revient à peu près à la même chose. Il est un exécutant et un exécuteur. Il est un bourreau. Pour épuiser ce qu'il reste de conscience aux parents, il est convenu de ne point parler à leur fille de ce nouveau travail. Et tout déraille. Masha Amini est assassinée, la rue se soulève. Au premier rang du soulèvement, les femmes, la jeunesse iranienne. Les 2 filles prennent parti. Le film bascule dans une autre logique. Dans la rue, la police intervient et sème la peur. En prévention, pour dissuader, elle frappe à l'aveugle. C'est ainsi que Sadaf, la meilleure amie de Rezvan, la fille aînée, reçoit une décharge de chevrotine en plein visage. C'est fait. C'est acté. Les filles ont choisi leur camp. Ce qui se joue dès lors à l'extérieur, dans la rue, se traduit à l'intérieur par une détérioration des rapports entre les individus, et notamment à travers les 2 générations qui s'opposent. Les filles décident pour elles-mêmes. Elles contreviennent à ce que les parents dictent. Les ordres, venant d'individus qui incarnent justement ce que la jeunesse iranienne ne veut plus, elles n'en ont que faire. Tout comme l'éducation, la rébellion commence dans les foyers.
Des scènes d'une force inouïe se succèdent. Le père qui interroge les 3 femmes, le repas où Rezvan ose affronter l'opinion du père, la séance chez le psy qui ne ressemble en rien à ce que nous pouvons connaître ou imaginer d'une séance chez un psy, les repas en commun qui deviennent de plus en plus rares jusqu'à ne plus paraître, etc., etc. Le repas. C'était l'union sacrée jusque-là. Et cela n'est plus. Les discordances se disent ainsi. Les générations ne mangent plus ensemble et le père ne rentre même plus à la maison pour dîner en famille. Et puis, le revolver disparaît. Le père l'a-t-il oublié quelque part ou bien l'une des 3 femmes présentes à la maison s'en est-elle emparée? Toujours est-il que la symbolique viriliste qui accompagne le revolver et qui identifie le pouvoir patriarcal à l'œuvre prend tout son sens. On voit beaucoup l'arme dans la première partie du film, qu'elle soit portée à la ceinture par le père ou déposée dans un tiroir, dans sa chambre, puis, dès lors que les filles osent se positionner socialement et politiquement, le revolver disparaît du paysage filmique, jusqu'à ce qu'il intervienne dans les dialogues. Lorsque le revolver était image, il incarnait une menace. Dès lors qu'il devient un verbe, des mots, l'absence de l'arme raconte la rébellion. Plus d'armes? Mais comment le père se fera écouter? Comment ses injonctions seront-elles suivies? Et d'ailleurs, le seront-elles? Le film se resserre. La famille devient une étude de cas. C'est la force de la fiction qui l'emporte. Par l'étude de cette famille se dit la force du pouvoir en place. Comment le régime inocule chez l'individu ces idées de manière insidieuse et naturelle. Mais ces idées, ces principes, ces dogmes ne peuvent pénétrer l'esprit de l'individu que grâce à la complicité de tous, hommes, femmes, jeunes, vieux. L'idéologie est une nature, un état. S'y soustraire est presque impossible en Iran. Alors devra se résoudre le dilemme principal, choisir les êtres aimés ou céder à ce que nous représentons, l'ordre étatique, dogmatique et religieux. Et si la force de l'endoctrinement est capable de tuer tous les affects, qu'on se rassure, l'intelligence et la soif de liberté permettent de lui résister, et cela à n'importe quel prix. C'est là la beauté du film de Rassoulov. Tout ce que le film exprime ne se fait jamais au détriment du cinéma, bien au contraire, car Rassoulov l'a bien compris avec ce film immense. L'art, cinématographique ou autre, reste le dernier refuge contre la barbarie.